Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le monde célèbre le 9 octobre prochain la journée mondiale de la Poste. Occasion pour nous de marquer un temps d'arrêt afin de voir comment se porte le dit secteur en République centrafricaine. Vous l'avez très bien compris, ce jour, nous recevons donc le ministre des Postes et Télécommunications. Juste une petite transition, le temps pour vous de vous installer. Je le disais à l'instant, nous avons comme invité ce jour, dans le cadre de votre programme entretien, le ministre des Postes et Télécommunications. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, et surtout une fois de plus, félicitations pour votre maintien dans le nouveau gouvernement. Je vous remercie et c'est un travail de collaboration avec vous aussi. Grâce à ça, on a été maintenus, je pense. Monsieur le ministre, le monde s'apprête à célébrer la journée mondiale des postes et télécommunications. Chose qui m'amène à vous poser la toute première question. Comment se porte le dit secteur en République centrafricaine? Je vous remercie très infiniment, Madame la Directrice. Avant de répondre à votre question, et je voulais vous remercier aussi pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler du secteur des postes et télécommunications en général et particulièrement du secteur de la poste centrafricaine. Pour revenir sur votre question, je voudrais faire un prélude. La poste, son historique un peu en République centrafricaine. La poste centrafricaine, comme les autres, célèbre donc la journée du 9 octobre qui a été donc instituée lors du congrès de l'Union postale universelle à Tokyo en 1969. Et donc, c'est depuis cette date qu'on a commencé, mais l'Union postale elle-même a vu le jour en 1874. Donc, voilà à peu près ce que je voulais introduire avant de vous répondre comment se porte la poste centrafricaine. La poste centrafricaine, depuis un certain temps, précisément 3 décennies, se porte très mal. Parce que dès la veille de notre indépendance, cette poste jouait un rôle important dans le tissu économique de la République centrafricaine. C'est grâce à la poste qu'on distribuait donc les salaires des fonctionnaires qui étaient affectés à l'intérieur du pays. C'est grâce à la poste que les élèves recevaient donc leur mandat pour subsister à leur vie dans les écoles, parce que à la veille de l'indépendance, il y avait très peu de collèges et lycées. Et ces élèves étaient affectés très loin de leurs parents, et la poste jouait donc ce rôle pour donner un peu de sous que ces enfants vivent. Et donc, depuis la fin de l'année 80, la poste a commencé à péricliter. Parce que, comme vous le savez, la poste assurait cette couverture salariale sans que l'État ne puisse verser donc, la liquidité. Et la poste a commencé donc à connaître ces difficultés. Et depuis les années 1980 jusqu'à maintenant, la poste centrafricaine se porte mal. Et dès donc le retour à la légalité constitutionnelle, le chef d'État, dans sa profession de foi, a donc insisté sur la relève de la poste centrafricaine. Ceci a été donc transformé par la lettre de mission du Premier ministre pour que le ministre que je suis, en charge de la poste, puisse relancer les activités de la poste. Voilà à peu près ce que je peux vous dire pour la première question. Et donc nous sommes en ce moment là-dessus. Justement, avant de nous intéresser à la relance, Monsieur le ministre, j'ai comme l'impression que le secteur des postes et télécommunications ne connaît pas seulement des problèmes en Centrafrique, c'est presque dans tous les pays africains. Oui, justement parce que la poste, comme vous le savez, a des services qui ont un caractère beaucoup plus social. Et donc, la poste, à un moment donné, devrait donc s'adapter à l'environnement du monde qu'il vit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, la poste s'est focalisée sur le transport des courriers, sur l'envoi des mandats, sur tout ce que vous connaissez comme colis. Et vous savez, le monde a évolué. Quand vous restez, par exemple, en République centrafricaine, vous allez au PK9, comme vous allez au PK12, vous vous rendrez compte que les courriers sont transportés par les différents véhicules qui sillonnent ces arrière-pays-là. Et les gens qui envoient, ils envoient par des particuliers qui vont directement remettre ces lettres-là à des destinataires. Ce qui ampute à la poste
ses moyens de vivre. Et donc la Poste devait donc faire ces études-là et se réadapter au nouvel environnement qui s'ouvre à elle, ce qui n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, il faut que la Poste fasse l'autocritique de son existence, la Poste centrafricaine comme la Poste dans le monde entier, pour prendre sur elle l'évolution technologique et s'adapter pour qu'elle puisse survivre comme tant d'autres de ces sociétés d'État qui périclitent aussi. Ce n'est pas la Poste seule. Oui, mais en Afrique, pas seulement en Centrafrique encore, le secteur des postes et télécommunications a toujours eu à appartenir à l'État, et peut-être aussi l'État a cru que c'était un acquis, et à la fin, on a comme l'impression que c'est même ça l'origine même de l'échec du secteur. Oui, parce que vous savez, dans l'histoire même de la Poste centrafricaine, elle appartenait donc à l'AUF, l'Afrique équatoriale française. Et donc, il y avait donc ce qui appartenait à la Poste centrafricaine appartenait à la Poste gabonaise, à la Poste congolaise, à la Poste tchadienne. Et les travailleurs qui prêtaient service étaient pour cette poste-là. Et donc, il y avait de la liquidité qui circulait dans ces bureaux de poste. Et au moment où on était tout juste à la veille de l'indépendance, les responsables de la Poste pensaient que cet argent était le bien de la Poste. Or, c'était de l'argent qui était donc pour la Poste de garder comme une banque et d'en faire usage que sur ses intérêts, sur ses marges bénéficiaires, ce qui n'a pas été observé. Et donc, c'est ce qui a fait que la Poste centrafricaine, comme tant de bureaux de poste africaines, ont connu ces difficultés. Mais il y a certains bureaux de poste qui ont donc réagi très vite par rapport à la Poste centrafricaine. Il y a certains bureaux de poste, comme vous voyez, en Afrique du Nord. Vous voyez, ces postes-là sont modernisés très vite, en s'adaptant avec le nouvel outil, qui est les outils de nouvelles technologies d'information et de communication. Et donc, elles ont modernisé leurs outils. Et ce qui fait que nous, on a tardé à nous adapter au niveau de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, il est question que la Poste de l'Afrique centrale puisse vraiment se mettre en cause pour s'orienter vers l'utilisation de cette TIC afin de relancer ses activités et aussi faire des études pour voir quels sont les secteurs qu'il faut relancer, parce qu'il n'est pas question de relancer toutes les activités comme ça. Il faut faire une sélection, savoir quelles sont les activités porteuses qui peuvent donc relancer d'autres activités. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. J'imagine que vous allez peut-être insister sur le secteur du transfert des fonds. Oui, il y a le secteur de transfert de fonds, mais il y a aussi le secteur de courrier. La Poste doit toujours avoir ses activités classiques. Vous savez, madame, il y a ce qu'on appelle l'Internet aujourd'hui. Avec l'Internet, nous pouvons contourner les difficultés que je vous ai dit tantôt, puisque les gens transportent les courriers dans les véhicules qui circulent à l'intérieur du pays. La Poste doit faire ce qu'on appelle un adressage commun dans une ville. Et les lettres peuvent aller sur voie numérique et l'utilisateur, c'est-à-dire l'employé de la Poste qui est sur place, ne pourra que imprimer et mettre sous enveloppe pour aller donner au destinataire. Ce qui fera donc gagner à la Poste de l'argent. Aussi, comme vous avez dit, il y a le transfert de sous qui est important, il y a Western Union, il y a aussi les colis express. Mais ce qui est important pour la Poste, c'est de voir également comment elle peut saisir ces outils-là. Vous avez vu le transfert par le téléphone mobile. C'est vraiment un outil qui peut relancer la Poste très vite si elle met une réflexion approfondie et si elle vraiment s'adapte à ces outils-là. Parce que vous savez, les bureaux de poste, c'est la banque la plus populaire. C'est elle qui est répandue sur toute l'étendue du territoire. Elle a son espace à elle. Elle peut avoir sa potentialité qu'aucune banque n'a. Les banques, comme vous le voyez, peuvent s'installer dans un chef-lieu de préfecture, alors que les bureaux de poste sont dans toutes les sous-préfectures. Et vous savez, il y a des instituteurs, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des agriculteurs, il y a même des jeunes qui font de la transaction financière, qui se situent dans ces pays-là, dans l'arrière-pays, et qui ont besoin d'avoir un outil, une banque, qui puisse les aider à faire ces transactions financières. Et la Poste a cette potentialité de s'installer sur toute l'étendue du territoire pour le faire. Maintenant, c'est ce que nous avons eu, comme je vous ai dit tantôt au départ. Nous avons eu donc la profession du pouvoir du chef d'État, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a été reprise
dans la lettre de mission du Premier ministre Simplice Mathieu Sarrangi et qui a instruit le ministre des Postes et Télécommunications que je suis de transmettre, de traduire ça en effet sur le terrain, de faire en telle sorte que aucun fonctionnaire puisse quitter l'arrière-pays pour venir à Bangui toucher son salaire. Et faire aussi en telle sorte que la Poste assure ce qu'on appelle l'autorité de l'État, l'espace où l'État reviendra parmi la population dans l'arrière-pays. Et c'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous allons faire. Oui, justement, la Poste doit assurer l'autorité de l'État et je le disais tantôt, la Poste a toujours appartenu à l'État et nous avons des nouvelles structures qui sont nées. Nous avons le facteur temps également qui compte de plus en plus, un facteur qui n'est pas toujours en la faveur de la Poste puisque lorsqu'on envoie un courrier, ça met du temps. Alors qu'avec Internet, c'est une question de secondes. Avec les SMS, c'est une question de secondes. Oui. Vous savez, la Poste a commencé à se libéraliser aussi. Depuis, je pense, il y a de cela plus de 10 ans, la Poste a été libéralisée. Vous savez, les activités comme DHL, qui est assurée par DHL, vous avez TNT, et vous avez d'autres activités qui se greffent également sur les activités de la Poste. Donc la Poste a aussi une concurrence maintenant qu'elle doit faire face. Mais comme vous le dites, la Poste, les courriers sont des courriers traditionnels. La Poste doit vraiment se plonger dans les outils modernes, l'Internet, comme je l'ai dit, pour exploiter au maximum l'Internet. Je vais vous donner un seul exemple. Vous voyez quand un courrier doit quitter, par exemple, Yaoundé pour Bangui. Ce sont deux capitales voisines qui sont dans l'Afrique centrale. Alors ce courrier-là, il quitte Yaoundé. Et s'il doit aller à Boire, par exemple, ce courrier quitte Yaoundé, transite, dépasse Boire, arrive à Bangui, il faut trier, le mettre encore dans un avion ou bien dans un véhicule pour qu'il reparte sur Boire. Et tout cela fait que aucun client ne pourra s'intéresser à un type de trajet parce que non seulement ça vient par avion, c'est coûteux, même si ça vient par la route, c'est moins cher, mais ça met du temps. Et puis arriver ici à Bangui, il faut que ce courrier reparte vers la frontière avec le Cameroun. Ça, il faudrait qu'on relance, on repense autrement cette manière de traiter le courrier. C'est pourquoi, le mois dernier, j'ai instruit le directeur général de la Poste centrafricaine qui est allé donc à Yaoundé. Il a signé une convention avec son collègue de Campost pour que, au moins, ces courriers, quand ils viennent, au lieu d'arriver à Bangui, ils restent à Boire. Que ça soit déposé à Boire, que ça soit déposé à Carnot, que ça soit déposé à Berberati, que ça soit déposé à Gamboula. Et ne viendront à Bangui les courriers qui concernent Bangui. Voilà ce que nous avons déjà pris comme innovation dans le traitement des courriers. Nous allons également relancer ces bureaux de poste-là. Parce que vous savez, c'est un pays post-conflit. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Les banques se sont retirées de l'arrière-pays. La Poste, aujourd'hui, nous avons essayé d'inventorier les bureaux de poste pour que nous mettons ces outils-là, l'Internet, de former les gens, pour que non seulement, quand je parlais de la restauration de l'autorité de l'État, c'est parce qu'il y aura un espace que les jeunes, les moins jeunes, viendront pour échanger. Ils viendront également pour recevoir des informations de Vision 4 qui diffusent. Et donc, ce n'est pas pour Bangui seulement. Il faut que ça arrive dans l'arrière-pays pour qu'on coupe avec les rumeurs qui transforment les gens. On doit avoir l'information qui quitte l'administration centrale et qui arrive à l'arrière-pays. Et c'est comme ça que la Poste se fera savoir. La Poste aura sa place dans le concert des autres services publics qui sont à l'arrière-pays. Et nous avons été instruits dans ce sens-là. Et nous travaillons vraiment dans ce sens pour que la Poste serve d'abord pour les jeunes, les moins jeunes, un espace qui sera créé. Il y aura donc un service pour un service financier pour les Western Union, les mobile banking. Il y aura également les caisses épargne. Il y aura également la télévision, un espace pour que les gens viennent regarder les informations qui diffusées depuis l'administration centrale à Bangui à travers le pays. Il y aura également des centres de formation dans ces bureaux de poste parce que vous savez, les jeunes centrafricains, pour ceux qui viennent à l'université, il y en a qui prennent le premier contact avec l'ordinateur à l'université. Donc ils sont vraiment en retard par rapport à d'autres jeunes. Et la Poste, avec ces nouvelles technologies, doit commencer déjà à montrer à ces jeunes-là
comment on peut utiliser ces outils-là. Donc voilà le chantier, le nouveau chantier qui est réparti pour la Poste dans les mois qui suivront. Donc c'est des dossiers que nous avons étudiés, tout a été ficelé et les bailleurs sont derrière aussi pour nous accompagner dans l'épanouissement de la Poste moderne centrafricaine. Merci Excellence. En tout cas, la journée mondiale de la Poste, comme je le disais, se célèbre le 9 octobre et des activités sont déjà menées dans votre ministère. En prélude à cette journée, nous allons d'abord visionner ce reportage qui revient sur l'événement même qui s'est tenu en début de semaine, un événement qui portait donc sur la relance même du secteur des postes. 6 membres du gouvernement autour d'une table réfléchissent comment redonner vie au secteur de la Poste qui se meurt en République centrafricaine. Cette année, j'ai voulu qu'il y ait un atelier parce que le chef d'État, professeur Faustin Archange Touadéra, m'a instruit dans sa profession de foi, me demandant de rendre la Poste moderne, accessible à toutes les couches de la population. Depuis l'avènement des nouveaux moyens de communication numérique, les besoins postaux en RCA ont pris un sérieux coup. Le gouvernement, conscient de ce virage à 180 degrés, voudrait améliorer sa qualité de service. La nouvelle Poste centrafricaine d'ici demain. Au sortir de cet atelier, vous aurez une configuration de la Poste centrafricaine bâtie sur l'orientation stratégique du chef d'État. La Poste en Centrafrique doit devoir affronter la concurrence technologique, dira le ministre, pour redynamiser et développer son économie. L'atelier stratégique qui s'est ouvert ce jour à Bangui aura pour mission de trouver les voies et moyens pour que les services postaux retrouvent leurs lettres de noblesse. La journée mondiale de la Poste se célèbre tous les 9 octobre de chaque année. Pour ce qui est l'édition 2017, le thème choisi est « La Poste, facteur d'inclusion financière ». Excellence, retour donc dans ce studio, je le disais tantôt, la journée mondiale se célèbre le 9 octobre prochain. Et déjà, sous quel signe vous placez cette journée? C'est le thème qui a été envoyé, c'est donc l'innovation, le développement et l'inclusion financière. Donc, vous savez, comme le secrétaire général de l'Union postale universelle l'a dit, il faudrait que nous transformions nos bureaux de poste, nos activités postales pour qu'elles servent, elles soient au détriment de la population, pour servir la population. Et pour cela, il faut faire des études vraiment poussées, précises, pour répondre à ces aspirations-là. Et donc, c'est de cela il est question. Et nous avons commencé cette journée, qui va être commémorée donc lundi prochain, depuis hier, vendredi, par un atelier. Un atelier, puisque ce que nous voulons faire, il faut que la population le sache. Donc il faut communiquer là-dessus, il faut sensibiliser les gens. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait hier sur la nouvelle Poste. Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle est l'autopsie qu'on a eu à faire? Avec cette autopsie, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on fera demain? C'est ce que nous essayons de dire à des populations cibles qui ont été choisies depuis hier. Mais vous savez que la Poste, je vous ai dit qu'elle était mal au point. Donc nous avons fait l'autopsie, on a décidé qu'elle était mal au point. Pourquoi elle était mal au point? Parce qu'elle ne s'est pas adaptée. Maintenant, qu'est-ce que nous pensons faire par rapport à l'aide de mission du Premier ministre? Eh bien, nous avons fait donc cet état. Et nous nous sommes rendus compte qu'il faut d'abord un texte de base. Et donc nous avons initié une loi qui a été donc discutée en Conseil des ministres, adoptée au niveau de l'Assemblée et a été promulguée en février 2017 par le président de la République, chef d'État. Voilà, on a déjà le document de base sur lequel nous relançons la Poste. Et dans ce document de base, toutes les possibilités de moderniser la Poste existent. Et ça, on doit expliquer dans cet atelier-là aux populations cibles qui ont été choisies pour participer à cet atelier-là. Et cette Poste-là, comment nous allons la relancer sur toute l'étendue, par quels moyens, par quelle couverture? Ça également, on a fait des études et on s'est rendu compte que aujourd'hui, la République centrafricaine ne peut pas quitter et couvrir le transport sur tout le territoire centrafricain par la fibre optique. Donc nous aurons des bureaux de poste qui vont bénéficier de l'apport en fibre technique sur une partie, parce que ça a été déjà étudié,
Mais il y a quelques bureaux également qui continueront par fonctionner par satellite. Et donc, ça également, nous avons identifié ces bureaux-là. Où est-ce que nous aurons des moyens pour faire ce travail-là? Nous sommes en négociation avec des bailleurs, des partenaires qui viennent avec tout ce que nous avons fait comme progrès dans la loi de base, tout ce que nous avons fait comme état des lieux et toutes les activités que nous avons décelées pour relancer la poste, à savoir des bureaux de poste qui vont travailler pour distribuer les salaires avec le téléphone mobile. Nous avons donc des bailleurs qui sont intéressés à cela. Nous avons l'Union européenne qui nous finance déjà, qui veut nous financer à hauteur de 18 millions de dollars. Nous avons la BAD, Banque africaine de développement, qui veut nous financer à hauteur de 20 millions de dollars pour relancer ce qu'on appelle les centres communautaires numériques. C'est-à-dire là où il y aura de l'espace pour les enfants qui vont faire du bureautique, de l'information, de la téléphonie, et il y aura également des moins jeunes qui viendront échanger, parce qu'il y aura des salles de distraction, des salles de relance des mariages pour les mariages qui se font dans les localités, de diversifier donc les activités de la Poste pour que la Poste s'intègre à cette population-là. Et donc, c'est grâce à ces outils-là, nous allons commencer d'abord par 20 bureaux de poste en 2018 pour asseoir ces activités que je vous ai énumérées ici. Et on a commencé par l'atelier. Il devait y avoir un caravane dans la ville. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est passé aussi, puisque ça a été prévu. Et le lundi, nous allons donc essayer de faire ce qu'on appelle une réflexion avec un groupe de personnes, avec des anciens ministres qui ont servi les postes de télécommunications, ceux qui sont vivants et qui sont à Bangui, de 1960 à maintenant, pour que chacun apporte qu'est-ce qui n'a pas manqué, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on a besoin de concours de ces anciens pour nous dire, afin d'éviter les erreurs qu'ils ont faites par le passé et relancer la poste correctement selon les moyens que nous aurons. Donc voilà à peu près, par cette journée de 2017, ce que nous avons mis en programme pour la commémoration de la journée du 9 octobre 2017. C'est ce que je viens de vous énumérer. Oui, Excellence, nous allons parler du rôle même régulateur de la Poste. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des activités qui se sont greffées dans ce secteur-là. Nous allons donc en parler dans un instant. Mais pour le moment, on va s'intéresser à un tout petit détail. Vous venez d'évoquer tous les efforts qui sont faits par le gouvernement pour relancer ce secteur d'activité. Vous avez parlé de cette réunion que vous allez tenir avec les anciens ministres, c'est bien beau. Mais est-ce que vous avez tenu compte même de la demande même des populations? Parce que je me dis que le problème se situe à ce niveau. Le gouvernement peut faire tous les efforts, mais tant qu'on ne tient pas compte des demandes de la population, ça ne peut toujours pas marcher. Est-ce qu'une étude a été menée à ce niveau? Je vous remercie, madame, mais cette question, c'est déjà la première des choses que nous avons eu à faire, parce que, comme vous me voyez, je suis ministre des Postes et Télécommunications, mais le poste précédent que j'avais occupé avant de devenir ministre, c'est le poste de coordonnateur du projet fibre optique. Et donc, sur cette position de travail, ça m'a permis de sillonner toutes les provinces de la République centrafricaine, pour connaître les besoins de la population en ce qui concerne le secteur des postes et télécommunications. Je peux vous dire que la population a encore envie de voir sa poste renaître, parce que la poste, elle est beaucoup plus proche d'elle qu'une banque classique. Elle répond beaucoup plus aux aspirations de la population qu'une banque classique qui a beaucoup de conditions pour que, même pour aller ouvrir un compte, la population ne peut pas avoir les moyens d'aller ouvrir un compte dans une banque, alors qu'avec la Poste, elle va ouvrir son compte. Et la population voudrait que, au moins, il y ait un bureau de poste proche pour que les produits agricoles, quand ils sont vendus, que la population ait la possibilité d'aller remettre dans un bureau de poste. Mais ce dont elle a essayé de nous dire, c'est qu'il faut que, quand elle met cet argent, que quand elle en a besoin, elle ait accès rapidement. Et c'est cela que nous avons mis dans notre besoin, nos projets. On a formé donc les futurs postiers dans ce sens, parce que ce qui se passait, c'est que les gens mettaient de l'argent en économie, mais quand ils étaient en difficulté, ils n'avaient pas accès à ça. C'était difficile qu'ils puissent avoir. Voilà ce que la population nous a dit. La population nous a dit qu'il faut qu'on essaie d'impliquer beaucoup plus les notaires
les notables dans nos distributions de courrier. Parce que avant les gens allaient dans un bureau de poste avec des boîtes postales pour aller prendre. Maintenant, nous voulons aller vers les gens avec les courriers. C'est-à-dire une bicyclette suffit pour que le facteur qui est là aille déposer chez le chef de groupe ou le chef de quartier pour que celui-là assure le dispatching à ses administrés. Voilà la nouvelle poste. S'approcher, se rapprocher davantage de sa population, être à l'écoute de cette population-là et répondre à des besoins financiers spécifiques qui concernent la poste avec ces gens. Parce que dans le vieux temps, le paysan pouvait commander ce qu'il voulait en France. Il pouvait commander des habits en France, il pouvait commander des chaussures en France. Pourquoi on ne le fait plus? Il n'a pas le temps de venir à Bangui. Il peut commander même ici et que la poste lui donne là-bas dans sa ville, dans son village. C'est ce que la population attend de cette nouvelle poste-là. Je pense qu'on a pris en compte les desiderata de la population et nous travaillons avec ça, Madame la Directrice. Ok, parlons du rôle régulateur. Je disais donc plusieurs activités se sont greffées dans ce secteur-là. Et que faites-vous à ce niveau? Nous avons les structures de téléphonie. Nous avons eu cet incident survenu dernièrement, je peux appeler ça ainsi, au niveau d'une société de téléphonie mobile de la place. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau? Avant de revenir sur l'incident, vous allez parler de la société Azur, j'imagine. Ouais. Secteur de télécommunications. Mais je voudrais vous dire pourquoi nous avons mis en place un régulateur pour la poste. Parce que je vous ai dit en préliminaire que la poste centrafricaine était libéralisée. Parce que vous avez aussi DHL qui exerce, TNT qui exerce et Bolloré qui exerce. Donc, il faut libéraliser. Quand on libéralise, il faut un arbitre pour que les règles du jeu soient respectées. Et c'est pour ça que, en dehors de la loi sur la relance des activités postales qui a été promulguée en février 2017, dont j'en ai parlé, j'ai encore initié également une autre loi sur les télécommunications, les communications électroniques. Ce projet va être discuté en plénière de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et dans ce projet de loi, nous avons créé ce qu'on appelle l'ARCEP. L'agence, c'est l'autorité de régulation de télécommunications et de la poste. Donc, l'ARCEP, l'agence de régulation de communications électroniques et de la poste. Voilà. Et donc, la poste va avoir son régulateur dans cette autorité-là pour permettre également de vérifier si les acteurs qui sont greffés, qui font les mêmes activités que la poste, respectent la loi sur les relances des activités postales. C'est ce que nous allons discuter donc la semaine prochaine pour que ça soit donc promulgué dans un bref délai. En plus de ça, vous savez, le secteur de télécommunications a été libéralisé depuis 1996 et ça a été repris par la loi de 2007. Donc, vous savez, il y a au moins 5 opérateurs qui sont dans le domaine de la téléphonie mobile, qui ont des licences. Donc, vous avez le premier, c'est Télécel depuis 1996. Après lui, vous avez la société Nationlink qui est arrivée. Après, c'est Nationlink qui est devenu Azur maintenant. Et vous avez donc Move. Et puis, vous avez également Orange, qui est le dernier des 4. Mais ça, c'est des sociétés de téléphonie mobile. Mais en dehors de ça, vous avez aussi la société historique qui est la Socatel, qui a aussi une licence de téléphonie mobile, mais qui n'est pas rendue opérationnelle. Et ce qui se passe, c'est que, à mon avis, on a libéralisé très vite ce secteur sans tenir compte du marché. Et il se trouve qu'il y a plus d'opérateurs qui sont là, mais le marché est petit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des textes pour les inciter à fusionner, à ce qu'ils deviennent plus grands. Mais vous savez, c'est du business. Et c'est des hommes, des sociétés privées. Nous ne pouvons que inciter par des tests pour que cela se réalise. Mais nous ne pouvons pas prendre des textes pour dire telle société doit aller avec telle société, telle société. On ne pourra pas le faire. Mais nous prenons les textes pour les inciter, pour que quand quelqu'un a un BTS, c'est-à-dire une pylône, au lieu d'aller construire une autre pylône, toi tu peux installer tes équipements là-dessus pour que
ça fait moins de dépenses, puisque in fine, c'est les clients qui dépensent. Donc nous avons essayé de faire ça. Mais il se trouve que la semaine dernière, comme vous avez posé la question, Madame la directrice, il y a eu des sociétés qui ont connu des problèmes, et ces problèmes sont allés jusqu'au niveau du département. Mais nous, on est responsables politiques. On ne peut pas avoir des remous sociaux sans qu'on intervienne. Parce que finalement, ça devient, pour le maintien d'ordre, un problème. Et comme c'est situé sur des artères, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai été instruit par le Premier ministre, Simplice Mathieu Sarandji, de voir avec mon collègue du travail et de la sécurité pour aller savoir ce qui se passe dans la dite société. Et nous sommes allés, il était question de salaire, il était question des négociations qui sont passées et donc les résolutions n'ont pas été respectées. Il était question également des problèmes de certains employés qu'on dit qu'ils avaient des diplômes qui n'étaient pas conformes. Et donc tous ces problèmes-là faisaient que les travailleurs ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de leur DG. Et que le préalable pour eux, c'était que le DG parte avant qu'il n'ouvre, parce qu'ils avaient fermé entièrement le portail. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et donc, nous avons pris le problème, on a négocié avec eux, on leur a fait savoir que d'abord, l'objet de la première des revendications, le premier point, c'est les salaires. Mais ce salaire-là ne pourra être versé que si le DG occupe son bureau. C'est lui qui va signer le chèque. C'est lui qui va aller envoyer en banque pour qu'on puisse vous donner de l'argent. Et donc, si vous interdisez à ce qu'il ait accès à son bureau, ce serait très difficile pour nous de trouver des solutions à l'appel du DG. Et nous avons amené les gens à comprendre. Et nous avons également fait comprendre au DG que, compte tenu de l'opportunité où sa société traverse des moments difficiles, ce n'est pas en ce moment qu'il faut poser des problèmes de faux diplômes. Et donc, les deux parties ont compris. Et nous avons donc tiré les conclusions. Ils ont accepté, ils ont repris le service. Et j'ai été donc instruit par ce comité-là de faire venir le PDG qui vienne pour que des problèmes soient posés, parce que certains problèmes ne relèvent plus de la compétence du directeur général national qui est ici. C'est le PDG qui doit trouver des solutions à cela. Donc, au moment où je vous parle, j'attends l'arrivée de ce DG pour que je puisse voir avec lui les vrais problèmes qui se posent à cette société sur le plan national. Excellence, nous sommes pratiquement arrivés à la fin même de ce programme. Et une dernière question avant de mettre terme à cette autre sortie du programme entretien. Vous avez parlé du nombre d'opérateurs qui est supérieur à la demande. Est-ce à dire que si un nouvel opérateur arrivait, il ne sera pas la bienvenue? Madame, vous savez, quand on prend le problème comme ça, on peut vous répondre tout de suite oui. Mais je pense que ce problème mérite encore d'introduire d'autres facteurs pour comprendre pourquoi je peux dire non. On peut faire venir toujours un nouvel opérateur. Parce que les opérateurs qui sont installés sur la République centrafricaine, quand vous voyez le nombre de pylônes qu'ils ont construits, la somme de ces pylônes-là équivaut au nombre de pylônes qui devaient être construits seulement à Bangui. Parce que vous-même, vous avez ouvert ici, je pense, ça fait 1 mois, 2 mois. Quand vous utilisez vos téléphones mobiles, vous vous rendez compte qu'il y a des pertes de communication. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la qualité de service. Vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes en téléphonie. Et bien pour cette raison, s'il y a un opérateur puissant qui arrive avec des moyens et qui me convainc qu'il va faire une couverture géographique nationale, moi en tant que ministre des Postes et Télécommunications, je ne lui dirai pas non. Je lui dirai oui parce que je veux que la population qui est dans le village ait des moyens de communiquer avec son administration centrale. Parce qu'en tant que politique, je suis pour le citoyen lambda qui est dans son village et qui a besoin de communiquer. Et donc, je n'ai pas de sélection à faire pour que ceux qui sont dans des villes, des grandes villes communiquent et ceux qui sont à l'arrière-pays ne communiquent pas. En tant que politique, je dirais oui, il faut que l'opérateur vienne. Mais je veillerai à ce qu'il y ait un bon cahier de charge. Parce que dans le projet de loi que je vais discuter devant l'Assemblée la semaine prochaine, je veillerai à ce que le ministre ait des moyens pour appliquer les lois qui sont prises, les décrets qui sont pris. Il faut que le ministre ait des moyens de répression. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre une loi.
mais il s'agit d'avoir des textes d'application qui donnent des possibilités aux ministres de faire appliquer ce que les opérateurs viennent faire. Parce que les opérateurs, ils viennent, ils signent des beaux cahiers de charges, mais ils n'appliquent pas. Et quand le ministre n'a pas de moyens de répression, il ne pourra rien faire. Donc c'est difficile. Donc moi, je dirais oui, mais à condition que je sois convaincu, avec un délai, son investissement me convainc, je dirais oui, parce que je travaille pour la population. En tout cas, vous l'avez évoqué à l'instant, l'on remarque que dans la capitale, c'est difficile de communiquer et on peut imaginer que dans l'arrière-pays, le problème est plus grave. Est-ce qu'avec toutes ces limites, vous pouvez mettre fin à certains contrats ou bien vous allez faire avec? Madame, vous savez, c'est quand je vous dis que je suis arrivé le 14 avril 2016 à la tête de ce département, j'ai pris mon temps de faire l'état des lieux, ce que je vous ai dit, autopsie. Aujourd'hui, je suis à même de vous dire par rapport à cette question que il faut que c'est pas seulement Bangui. Vous savez, quand les gens vous parlent de haut débit, les gens vous parlent de 3G. Ces 3G et trucs, ça se limite à un certain niveau. Et parce que nous sommes dans la profession, madame, quand les gens parlent de 3G, ils n'ont pas les fréquences requises pour faire les 3G. Ça ne peut que donner que des services de mauvaise qualité. Et donc, tout ça a été pris en compte dans la nouvelle loi que je vais discuter avec les élus de la nation. Une fois cette loi sera promulguée, vous verrez que les choses vont évoluer différemment. Ces opérateurs auront à faire face à des nouvelles licences, enfin pas des fréquences qu'ils vont avoir, qui sont conformes pour la diffusion des 3G. Et ces 3G-là, madame, quand vous parcourez 100 km, vous n'en avez plus. Est-ce que vous pensez que l'Internet, on en a besoin seulement à Bangui et qu'à Damara, on n'en a pas besoin? Qu'on a besoin seulement à Bangui qu'à Berbérati, on n'en a pas besoin? Mais nous avons des entreprises qui s'installent là-bas. Nous avons également des Centrafricains qui travaillent là-bas, qui ont des parents ou qui ont des besoins à l'extérieur du pays, qui ont besoin de communiquer ou se former simplement, et qui n'ont pas la possibilité. Et donc, moi, ministre, je suis ministre de Bangui, je suis ministre de la République centrafricaine. Et j'ai été instruit dans ce sens par le chef d'État qu'à l'issue de ce quinquennat, il faut que le téléphone serve sa population qu'il a élue. Et donc, moi, j'ai de comptes à rendre aussi au chef d'État par rapport à ça. Il faut que je travaille dans le sens que ce qu'on donne à Bangui soit réparti à toutes les dernières couches, même dans les villages. Et si je peux faire ça, je pense que j'aurai rempli ma mission. Merci, Excellence. Nous sommes donc arrivés au terme de cette autre sortie de votre programme Entretien. L'invité de ce jour, c'était donc le ministre des Postes et Télécommunications. Et surtout, merci de rester sur Vision 4. Bonsoir.